Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud dans ce nouveau numéro des mots et débats. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'invité du jour est camerounais. Il est éditeur. Je vous présente Théam Ouakam. Bonjour. Bonjour, bonjour bien Patricia, ça va très bien, merci, oui. Merci pour l'accueil. Eh ben, merci d'être avec nous sur ce plateau des mots et débats. Alors, un recueil collectif, c'est ça, de poésie vient de paraître. 13 poètes camerounais ont fait la démarche d'écrire sur cette crise anglophone qui déstabilise le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Alors, ce sont des poésies. Alors, ils parlent du Cameroun et ça s'intitule « Cendres et mémoire », je vais le dire aussi en anglais, puisque c'est anglophone et francophone, et c'est Ashes and Memories, voilà, chez Théam Édition. Eh bien, commençons tout de suite au fil des pages. Théam Ouakam, comme les auteurs sont au Cameroun ou alors dans des régions européennes, mais la plupart vivent au Cameroun, donc c'est vous qui les représentez pour ce recueil de poèmes. Donc 13 poètes se sont réunis pour décrire un peu cette peur, ces craintes, cette souffrance, ces horreurs que vivent les Camerounais anglophones et puis aussi francophones, puisque le Cameroun est déstabilisé par cette crise. Alors, ce que je voulais savoir, donc, ça s'appelle Cendres et mémoires. Alors, comment est née cette idée? Qui a eu l'initiative? Alors, l'initiative vient de MD Bouto qui est anglophone, qui vit au Cameroun. Donc, à l'issue de l'arrestation d'un des écrivains camerounais qui a traité de la question anglophone, donc notamment l'auteur Patrice Nganan, il a pris l'initiative de se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Nous sommes dans un pays où des populations sont tuées parce qu'ils réclament un certain nombre de libertés, oui, de reconnaissance également, parce qu'ils aspirent à l'émancipation, donc à une sorte d'autonomie. Alors, et un écrivain qui s'exprime sur cette question est emprisonné. Donc, MD Bouto s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il faudrait que nous, jeunes, puisque ce sont des jeunes, pour la plupart qui sont nés après 1982, voilà, prennent l'initiative de parler, de parler de ce qui se passe. Et cette initiative a été portée naturellement par lui en premier, et ensuite par Raoul Djimeli, qui est également au Cameroun, et Timba Bema, qui vit en Suisse, qui est également poète camerounais. Donc, ce que nous avons fait dans ce contexte-là, un contexte qui est vraiment terrible, qui est extraordinaire, je dirais. Un contexte où les vies humaines sont arrêtées comme ça, que ce soit des parents, des grands-parents, des enfants, des jeunes. Pour la plupart des jeunes, ce sont des jeunes qui se battent entre eux. Que ce soit des jeunes qui sont des Amba Boys, c'est comme ça qu'on les appelle. Amba Boys qui défendent l'Ambazonie. Voilà, tout à fait. Et que ce soit les jeunes de l'armée, ce sont des jeunes qui se battent entre eux. Donc, et autour de ça, il y a des octogénaires, parfois des centenaires, qui sont au pouvoir et qui ont mis un système de tyrannie en place qui fait que ces jeunes-là se battent entre eux. Donc l'initiative vient de là, vouloir faire en sorte qu'on dialogue. Et nous, dans notre démarche, on a mis cette plateforme pour que le dialogue puisse se faire. Il y a 13 poètes, alors je vais essayer de leur rendre hommage quand même. Alors on va commencer par Konrad Tsi. Alors lui, c'est un auteur qui a été arrêté, accusé de terrorisme, de rébellion, d'insurrection. Il a été condamné à 15 ans de prison en mai 2018. Et dans son poème, chacun peut avoir, la plupart des poètes ont écrit au moins deux, trois poèmes. Moi, j'en retiens un à chaque fois. Et donc, dans The Boycott, lui, il rend hommage à Georges et à Pen. Pour lui, la vérité vaincra. Qui sont Georges et Pen? Alors, Georges et Pen, ce sont des personnes qui sont proches, vraiment très très proches à Konrad. Ce sont des personnes avec qui ils se sont émancipés de cette tyrannie. Ce sont des personnes également avec qui Pen Terence, par exemple, il est en prison également. Donc, lors de leur procès, ils étaient ensemble. Donc, ce sont des personnes comme lui, des jeunes comme lui, qui ont décidé de se déshabiller de la peur, donc de prendre leur courage à deux mains et de réclamer
une meilleure vie, tout simplement. Donc, ce sont des amis proches, en fait. Bon, alors, il faut surtout rappeler qu'aujourd'hui, Oui, Conrad Sy est en prison. oui. Donc, au moment où on se parle. Il a écrit ses poèmes à partir de la prison centrale de Konengi, où il y a près de 2000 anglophones qui sont détenus. Donc ça, c'est très important à le rappeler. Alors justement, comment s'est fait ce travail de rassemblement des textes? C'est vous qui avez demandé à telle date, j'aurais besoin de vos textes. Alors j'ai vraiment joué mon rôle d'éditeur. Oui. Donc de faire en sorte que d'être le lien entre lecteurs et les auteurs. Donc la coordination du rassembler les textes, préparer les textes pour qu'ils soient édités, ça a été fait par 3 personnes. Donc MD Bouto, Raoul Djimeli et Timba Bema. C'est eux qui sont également à l'initiative de l'introduction que vous pouvez voir dans le recueil. Donc ce sont ces 3 personnes qui sont mises à l'œuvre pour pouvoir rassembler les textes. Ça n'a pas été une tâche facile. Bien sûr. Ça a été long, ça a pris du temps puisque l'initiative a commencé en janvier, en début 2018. Nous sommes en 2019 et le recueil est paru le mois dernier. Donc, ce sont ces 3 personnes, c'est à ces 3 personnes-là qu'il faut vraiment accorder toutes les félicitations. Moi, je suis éditeur, donc j'ai fait en sorte que le livre soit disponible de la meilleure des façons possibles, que cette parole soit entendue. Passons à un autre poète. Je parle de Samy Mangam, qui est un militant éco-poète et ethnomusicien. Et alors, le titre de sa poésie ou de son texte, ça s'appelle « Parce que la démocratie, excusez-moi, est une pute au vagin souillé, je ne bande plus depuis 1960 ». Et en fin de compte, on a l'impression que Samy Manga, lui, ce qu'il demande aux citoyens ordinaires, c'est la désobéissance civile. Il nous pousse à ça dans son texte. Bien évidemment, bien évidemment. À l'illégalité, on ne peut répondre que par l'illégalité. Nous sommes dans un système tyrannique où la loi n'est pas respectée par ceux qui la font. Donc les règles qui sont mises en place ne sont pas respectées par les personnes qui les ont mises en place. Ils changent la Constitution quand ils le souhaitent. Et quand vous dites « il », vous parlez du gouvernement, vous parlez de Paul Biya, le président? Bien évidemment, quand je dis « il », c'est clairement la première responsabilité incombe au chef de l'État qui est Paul Biya, c'est le tyran en chef. Donc ensuite, il y a tout le système qui s'est construit en 37 ans de tyrannie, qui fait qu'aujourd'hui, la morale a complètement disparu de l'espace public. Et pour pouvoir sortir de ce système de tyrannie, il n'y a que la désobéissance civile qui peut apporter, d'ailleurs, la révolution en fait, qui peut faire en sorte que cette tyrannie s'arrête. Alors ces poèmes et ces poètes, certains écrivent en anglais, d'autres en français. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui s'expriment en français défendent alors la francophonie ou alors c'est pour que leurs mots soient ouverts, soient compris par tous, pas seulement par les anglophones? Bon, l'idée vraiment c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme dans laquelle on puisse s'exprimer ensemble, que chacun ne parle plus de son côté. Donc, c'est ça aussi la démarche. La démarche, on célèbre l'unité, on a tendance à célébrer l'unité sans pouvoir se parler. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, face à l'expression, notamment des avocats, des députés, il y a la répression, donc il n'y a pas de dialogue. Donc, quand les députés et les avocats s'expriment dans les rues de Bamenda en 2016, en face d'eux, il y a une armée principalement francophones qui les répriment, qui bastonnent les avocats, qui tirent sur des populations. Et il y a une escalade de la violence qui fait qu'aujourd'hui, ce sont 206 villages qui sont brûlés, 500 000 personnes qui sont déplacées, près de 2000 personnes qui sont tuées. Donc, la plateforme permet de lancer un dialogue, de faire en sorte que les gens qui n'ont pas la même expression linguistique puissent se parler et témoigner d'une situation qui perdure depuis 2 ans maintenant.
Samuel Babila, c'est The Cry of the Lost Child, le cri de l'enfant perdu. C'est le regard, en fin de compte, c'est l'enfant témoin qui regarde son père et sa mère qui souffre en fin de compte, ou alors qui est en train de dépérir, ou la mère aussi qui garde cet espoir de voir le Cameroun réunifié. Oui, c'est vrai que y a cette situation-là qui fait que les familles sont disloquées, les parents sont dans la forêt, les enfants, certains sont dans des orphelinats. Donc la structure familiale est vraiment atteinte dans cette situation de guerre. Il y a des enfants qui sont introuvables, notamment le jeune... John Werford, voilà. Martin Babema, oui, j'ai beaucoup apprécié ce Voyez-vous, texte. donc ce sont des enfants... L'histoire de la mère. Tout à fait. Donc ce sont des enfants qui sont... la maman va faire tous les commissariats, toutes les morgues, pour essayer de trouver son fils de 14 ans. Et c'est cette situation que les parents vivent, que les enfants vivent également, les enfants qui sont désœuvrés. Et c'est cette situation qui est exprimée dans ce recueil-là. Et ce qui est terrible, c'est que Timba Bema aussi nous explique qu'en allant demander de l'aide auprès de la gendarmerie et des commissariats, elle se fait elle-même agresser, violenter. Donc, et ça devient même, on se dit, mais attends, on parle de protection. La gendarmerie, c'est protéger les civils, pas les agresser. Alors, d'un point de vue historique, l'armée camerounaise est une armée de répression. Donc, elle n'a jamais été du côté de la population. C'est de plus en plus que petit à petit, avec la révolte anglophone, qu'elle a une force vraiment qui s'oppose à elle, qu'elle commence à réfléchir. Donc aujourd'hui, elle ne réagit plus de la même manière que lorsqu'elle réagissait en 2016, lorsque les anglophones sortaient. Aujourd'hui, les francophones sortent, manifestent, ils ne tirent plus sur la population. Ils essaient d'être plus discrets dans leurs exactions. Donc cette armée-là, c'est une armée qui doit être rénovée, qui doit évoluer, qui doit changer. Et la révolution permettra de le faire. Et les anglophones, vraiment, aujourd'hui, sont en avant de ce changement-là, puisque c'est eux qui imposent le changement, le rythme, je dirais même politique au Cameroun aujourd'hui. Et Samuel Babila, justement, il pose la question dans son poème « Essie », l'intérêt du fédéralisme. Il se demande est-ce que c'est nécessaire ou pas. Il dit « le temps de voir les choses à l'anglophonaise ». Le fédéralisme, est-ce que vous pensez que ça va être le pansement, justement, de cette crise au Cameroun? C'est évident que les expressions qui sont dans ce recueil sont ouvertes. Il y a plusieurs propositions qu'on peut trouver dans ce recueil, allant de la sécession jusqu'à le désir de l'État unitaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une plateforme. C'est une plateforme qui donne la possibilité à chacun d'exprimer un point de vue qui doit être écouté et discuter et se mettre ensemble et définir quelle est la forme que nous souhaitons, quel est le modèle de vie que nous voulons avoir. Puisque c'est ça, hein, c'est améliorer nos conditions de vie que nous voulons. Certains de ces poètes sont membres du CLIGEC, c'est un cercle littéraire pour jeunes camerounais. Il est basé au Cameroun ou plutôt je sais pas, en France? Non, le CLIGEC, c'est un cercle de poètes qui est installé au Cameroun. D'accord. Notamment, il y a Raoul Ndjimeli qui fait partie de ce cercle. C'est un cercle qui réunit plusieurs écrivains, des jeunes écrivains camerounais. Et puis, il propose également un magazine littéraire de façon régulière. Avec Nelson Quino, justement, qui est, j'espère quand même Quimo, j'espère que je me suis bien exprimé, membre du CLIGEC, dans sa poésie Nouveau Jour. Ce que j'ai bien apprécié, c'est un extrait, « Héros sans gloire, vous serez à leur côté quand le pays ne sera plus la victime des masochistes, et l'histoire retiendra les marches et les villes mortes, et l'histoire retiendra le sang et la sueur, et l'histoire retiendra la fougue. Quand le Cameroun sera debout sur ses jambes sans faute et que coulera toujours le Mungo dans ses artères, sans servir de frontière aux nations fantômes. » Bien évidemment, il y aura le musée de la Révolution. On va célébrer Conrad Sy, on va célébrer également Ba Ivo,
à la mémoire de Baïvo, ce Oui, recueil. oui. On va les célébrer. Toutes ces personnes, c'est la jeunesse camerounaise qui se bat aujourd'hui pour chasser la tyrannie. C'est cette jeunesse-là que nous célébrerons. Et cette jeunesse portera, le nom de cette jeunesse sera dans les rues camerounaises. Il y aura des rues Konradsi, il y aura des centres culturels Baïvo, Aïvo. Donc c'est cette jeunesse-là que nous allons célébrer dans les années à venir. Nous avons parlé de Raoul Djimili et il défend donc l'Ambazonie, mais dans son texte, c'est vrai que l'Ambazonie, c'est au cri du sang, c'est-à-dire on voit ces cadavres qui sont là dans la rue. On voit aussi, il revient sur ce fameux doigt sur la gâchette. Donc qui tire? Qui a ce pistolet? Il est évident que la répression et la violence, elle est du côté de l'armée camerounaise. Bien évidemment, la jeunesse anglophone est dans une situation de self-défense, d'autodéfense. Donc, face à la tyrannie, ils ont décidé de prendre leur destin en main et puis de se défendre. C'est ce qu'on entend, hein, c'est ce que ils sont dans une situation de légitime défense. Et cette situation, elle perdure. Et ce que nous voulons une fois de plus, c'est qu'elle s'arrête. Que les bébés ne soient plus, des bébés de 4 ans ne soient plus assassinés dans leur landau, que les mamans de 90 ans ne soient plus incendiées, brûlées vives dans leur sommeil. C'est ce que la plateforme permet d'exprimer et permet de faire en sorte que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui se passe réellement et susciter l'indignation. Et c'est l'indignation collective qui pousse à la réaction, à l'action, vers le changement. Alors ce changement justement, que faut-il pour le Cameroun? Il vit très bien avec ses règles francophones et ses règles anglophones, avec ses langues anglaises, sa langue anglaise et sa langue française. Pourquoi aujourd'hui essayer de se désunir? Moi je pense que les Camerounais sont complètement autonomes. Ils ont la capacité de définir l'avenir. Mais la définir sans la tyrannie, en dehors de la tyrannie. Et c'est en dehors de la tyrannie qu'on pourra se projeter quel est le pays que nous voulons, quel est le type de république que nous voulons. La nouvelle république, comment elle sera. C'est en dehors de la tyrannie qu'on peut discuter sereinement, se parler et se projeter. Si vous aviez ce sceptre du pouvoir, qu'auriez-vous fait à la place pour essayer de régler cette crise au Cameroun? La première chose aujourd'hui, c'est faire partie de la tyrannie. On ne peut pas discuter avec la tyrannie. La tyrannie ne comprend pas le langage, ne comprend pas la discussion. Elle comprend le langage des armes. Et que vous mettriez-vous en place comme je sais pas moi, comme pour essayer de réunir qu'il y ait cette paix? Alors, notre action en tant qu'éditeur, c'est ce que nous faisons là. Faire entendre les voix qui s'expriment en faveur de la paix. C'est ce que le recueil fait. Donc, c'est ça notre rôle. Faire en sorte que le plus grand nombre de personnes entendent ces voix-là. Et puis, comme je disais, je le répète, hein, c'est mobiliser. Mobiliser, continuer à mobiliser, continuer à faire savoir ce qui s'y passe. Parce que c'est quand même un génocide sous silence. Un génocide qui est à huis clos. Donc très peu sont ceux qui en parlent. Et nous devons de faire en sorte que ce soit entendu. Vous avez l'impression que les médias francophones au Cameroun évitent de parler de ce sujet, ne parlent pas de cette crise anglophone? Bon, ça change, ça change. Il y a quelques médias qui commencent à en parler, ça évolue. Mais vous avez l'impression quand même que les rédactions étouffent ce sujet? Bien évidemment, elles en parlent, mais il y a des progrès. Il y a quelques médias qui commencent à en parler, notamment Equinox TV qui commence à en parler. Mais il faut rappeler quand même que les médias sont sous pression. Elles sont sous tyrannie. Et dans la tyrannie, l'expression n'est pas libre. Donc la priorité, c'est faire partie de la tyrannie. Donc se mobiliser, que ce soit les anglophones ou les francophones, se mobiliser pour faire partie de la tyrannie, parce que le départ de la tyrannie, c'est la fin des incendies des villages.
Mais alors, je vous pose la question, justement, vous souhaiteriez être camerounais si Paul Biya dit OK, très bien, fédéralisme, d'un côté Cameroun francophone et maintenant le Cameroun anglophone. Vous choisiriez quel camp, quel Cameroun? Moi, je choisirais, j'irais vers ceux qui ont un réel désir d'autodétermination, qui ont vraiment la volonté de se prendre en main, d'être indépendants, et puis qui utilisent les moyens qui sont à leur disposition pour se rendre indépendants. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a pas tout à fait, cette volonté est en train d'arriver petit à petit chez les francophones du Cameroun. Très bien. Merci beaucoup, Théam Wakam, de nous avoir présenté à travers le regard pour défendre justement les textes de ces poètes. Merci beaucoup. Et nous allons passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, Cartes sur table. Comme je le disais au début de cette émission, vous êtes éditeur, Théam Wakam. Alors, c'est quoi être éditeur aujourd'hui? Alors, vous êtes éditeur en région parisienne. Oui. C'est quoi? Ça doit être difficile. Oui, d'autant plus que... Alors, je publie des livres qui parlent de l'Afrique. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont quelque chose à dire de significatif, qui ont une expérience sur des sujets de société, qui ont une expérience à partager, nous faisons en sorte que cette parole puisse être diffusée à travers le roman, à travers la littérature jeunesse, beaucoup de littérature jeunesse, et également des essais, la poésie, comme on peut le voir. Être éditeur au quotidien, c'est d'abord un travail de gestion. C'est également un travail intellectuel de lecture, d'appréciation des textes, de coordination, coordonner une équipe qui va apprécier les textes, une équipe qui va fabriquer les ouvrages, être en relation avec des acteurs du livre, les libraires, des institutions. Donc c'est vraiment avoir plusieurs casquettes et plusieurs compétences. C'est ça, être, de mon point de vue, éditeur aujourd'hui. Mais en tant qu'éditeur, quels sont les critères que vous vous imposez pour qu'un auteur soit édité dans votre maison d'édition, enfin pour éviter de me répéter? Est-ce que la créativité ou plutôt l'écriture qui doit être originale? Moi, je dirais en général, les ouvrages que nous publions ont des particularités assez remarquables qu'on peut retrouver en lisant nos livres. Il faudrait que le livre qu'il apporte une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça va être le lecteur. Est-ce qu'il apprend quelque chose en lisant ce livre? Est-ce que ce livre, ça lui permet de se divertir? Donc, ce sont des choses vraiment simples. Et après, il y a le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est la sensibilité que l'équipe éditoriale a vis-à-vis d'un texte. Est-ce que ce texte-là, le style de l'auteur est en adéquation avec ce que nous voulons proposer au public? Est-ce que ce texte est suffisamment ancré dans les thématiques que nous souhaitons aborder? Le texte doit parler de l'Afrique. Et de plus en plus, des textes à venir parlera de la diaspora africaine en Europe ou aux États, du moins à l'extérieur de l'Afrique. Vous exposez, j'ai vu que vous teniez des stands, par exemple à la Foire de Paris, au Salon Livre Paris, ou dans d'autres salons de France. Est-ce que vous avez aperçu plutôt une sorte de lecteurs qui étaient de plus en plus disparates, on dirait qu'il y avait de moins en moins de lecteurs? Alors, sur l'observation que moi j'ai, ça fait donc 10 ans que nous faisons l'édition, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au type de livre que nous proposons. Il est évident que les textes que nous proposons ont une particularité. C'est un point de vue africain sur l'Afrique.
Et c'est un point de vue qui permet aux gens d'écouter les émotions et les idées que l'Afrique a envie de partager. Contrairement à ce qui a pu se faire jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup de points de vue sur l'Afrique par des non-africains. Ou alors des points de vue sur l'Afrique avec beaucoup d'influences non-africaines. Donc ce que nous faisons, nous essayons de faire en sorte que, bien évidemment, il y a une part de subjectivité sur ce qui est africain ou pas africain. Oui. Mais nous avons notre regard et nous proposons notre regard sur l'Afrique et nous mettons ce regard à la disposition du plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup, Théa Mwakam, de nous avoir présenté un pan de votre métier. J'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, mais en tout cas, j'espère que ça va donner à certains jeunes cette envie, voilà, d'éditer, de devenir, voilà, des faiseurs de talent. Voilà. Bien évidemment, il en faut beaucoup plus pour pouvoir porter l'Afrique. C'est quand même des milliards de personnes. Oui. Donc il en faut beaucoup plus pour pouvoir donner la parole à ces gens-là, pour que l'Africain puisse s'exprimer de façon la plus large possible. Ouais. Merci beaucoup Théa Mwakam pour cette carte sur table. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, qui avez-vous choisi comme auteur? Alors c'est un auteur du 19e. Oui. Voilà, c'est Frederick Douglass. Frederick Douglass pour son ouvrage Mémoire d'un esclave. C'est un auteur qui m'a particulièrement marqué puisque c'est quelqu'un qui a vécu dans un contexte d'oppression. Et aux États-Unis. Donc, il est né en 1818. D'ailleurs, il croyait qu'il était né en 1817. Or, il était né en 1818 puisque il n'avait pas connaissance de son état civil. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, hein, il y a des enfants qui naissent et qui ne seront... Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a des lieux où il n'y a pas d'état civil, d'acte de naissance. Donc, pour revenir à Frederick Douglass, donc c'est quelqu'un qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui est né dans l'oppression, s'est battu contre l'oppression et est sorti de cette oppression-là. Donc, il est mort libre. Il est né esclave et il est mort libre. Et il y a aussi un aspect qui est très, très enrichissant sur son parcours, qui me touche particulièrement puisqu'il était éditeur. Donc quelqu'un qui vit dans l'oppression, sort de l'oppression, exprime un point de vue, participe à l'expression de ce point de vue-là, donc le point de vue anti-esclavagiste, à travers des publications, à travers l'édition de journal, à partir de 1847. Donc c'est vraiment un auteur qui me marque au quotidien, que je relis de temps en temps, pour ne pas oublier la filiation que j'ai avec ces différents personnages qui se sont battus pour la liberté des peuples. Et puis surtout éduquer, il me semble que lui, son premier objectif, sa mission, c'était éduquer les populations noires pour qu'elles se réveillent. Bien sûr, il a commencé par être conférencier. Oui. Son premier acte, c'était d'être conférencier, expliquer son parcours et expliquer comment on peut sortir de cette situation d'esclave. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage je marche régulièrement avec. De temps en temps, je lis quelques pages, quelques aspects. Frederick Douglass, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui est le reflet de la tyrannie aujourd'hui. Il dit que le système esclavagiste, pour perdurer, a besoin de détruire tout sens moral chez l'esclave, a besoin de détruire son esprit. Et ça, c'est exactement ce que la tyrannie fait. La morale a disparu au Cameroun. Et ça, c'est l'objet de la tyrannie. En 37 ans de tyrannie, les populations ont perdu le sens moral, et ce qui fait qu'ils sont perpétuellement dans l'immédiateté et n'ont pas le temps de réfléchir, de raisonner pour pouvoir mettre des stratégies en place
leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Donc ça, c'est vraiment... moi, je conseille vivement de lire le parcours... c'est une autobiographie, de lire le parcours de Frédéric Douglass. Merci beaucoup, Théa Mwakam, d'avoir présenté votre coup de cœur. Et puis nous allons parler aussi, nous avons beaucoup parlé de ce recueil de poèmes. 13 poètes ont laissé leurs textes. Cendres et mémoires, Ashes and Memories, voilà, paru chez Théam Édition. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien, votre fidélité nous impressionne toujours. Restez avec nous. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci. Au revoir et à bientôt.